à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous parlons de maladies neurodégénératives qui affectent notre cerveau ou plus globalement notre système nerveux, entraînant des complications cognitives, motrices ou perceptives. Les plus fréquentes sont celle qui touche, enfin Alzheimer, celle qui touche plus de 200 personnes en Algérie, mais aussi la Parkinson, et il existe d'autres maladies. À quoi sont-elles dues et comment vivre avec? Quels sont les traitements disponibles aujourd'hui pour lutter contre ces maladies lourdes et sont-ils efficaces surtout? On tentera de nous attarder sur justement les traitements innovants ou les thérapies régénératives et certaines pistes de recherche qui promettent non seulement d'améliorer la qualité de vie du malade, mais aussi de l'inscrire sur un chemin de guérison. Pour parler de tout cela et répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Msmoudi Ahmed Nasser. Vous êtes neurologue, vous êtes ancien chef de service à l'hôpital de Bab el-Oued. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le plaisir de recevoir Madame Dalila Abdelli. Vous êtes présidente de l'association des malades atteints d'Alzheimer et de Parkinson, Metn Sanish. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle également que vous êtes par ailleurs aidant, puisque vous avez votre maman également qui est atteinte d'Alzheimer depuis plusieurs années. Et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Gasseb Abdelrahim. Vous êtes spécialiste en physiopathologie humaine à l'hôpital de Lund en Suède. Vous êtes également chercheur en neurologie translationnelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous honorer de votre présence ce soir. Docteur Gasseb, avant peut-être d'entrer, et mes chers invités, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour rappeler que vous étiez un peu au centre d'une vidéo qui a été largement relayée il y a quelques temps, il y a une année à peu près, hein, elle a été largement, un peu plus d'une année, c'est ça? Ouais. Voilà, elle a été largement relayée sur Facebook. C'est une vidéo faite par l'acteur algérien Mustafa Laribi. Je vous invite à la regarder. Salam alaikum. ما زلنا في مالمو لا سويد عند حبابنا توجور واخترت لقينا مع un jeune algérien qui a réussi lui aussi, mais la réussite تاعو جات un peu différente. علاه parce qu'Ada il était universitaire وكان كان parmi les premiers. اسمه عبد الرحيم هذا هو. السلام عليكم. فوالا هذا هو عبد الرحيم صاحبنا. بريفمون نحكي لكم القصه تاعو. C'est quelqu'un qui a eu son bac avec 19 de moyenne. كي راح يريكوبيري قالوا له انا اعطيناك اون بورس. كي راح يريكوبيري لا بورس خرج له واحد من البيرو هكا دواره هكا باش هكا دواره. قال له روح امشي ما كانش لا بورس روح امشي. هو زعف قنط قال ما زيدش نخدم. الور باباه بحال كوم تي الجيريان كي ريسبكت اي اونيت كانت عنده ايركات باع الايركات تاعو عطالو الدراهم تاعها 1000 يورو. Il avait 19 ans عبد الرحيم راح على لافونتور. اونتر تون قبل من هادي لي نوت تاعو مدهم لواحد البروفيسور تاعو لي زاسكاني وبعثهم لونيفرسيتي في فرنسا. 3 جور ابري قالوا له ارواح فيت ارواح راح يلي باسي بار واحد لا ميزير. انا سمعتو فيه لا عنده بزاف ملي كنت حاب نهضر ما قدرتش نهضر. إلي طاريفي وين كان ياكل نهار كومبلي نص خبزه وحبه فرماج. مي إلي إيتي إكسيلون لا بروف. Alors voilà, cette vidéo, je rappelle qu'elle a été filmée par le portable, juste par rapport à la qualité de cette vidéo, elle a été filmée par le portable donc, de l'acteur Mustafa Laribi, c'est pour ça que la qualité n'était pas très bonne. Alors l'idée de cette vidéo, peut-être un peu, c'est pour dénoncer ce genre de comportement, mais aussi de rendre hommage à nos jeunes prodiges. Vous avez eu quand même un 19 pour votre bac, ce n'est pas rien, et puis vous avez été brillant, aujourd'hui vous êtes un chercheur. Après justement cette expérience quand même douloureuse, aujourd'hui vous dites malgré tout que vous êtes prêt quand même vous ne coupez pas les ponts avec votre pays et vous êtes prêt à faire profiter votre pays de vos recherches, n'est-ce pas, docteur Gasseb? Absolument. Déjà, je vous remercie pour l'invitation.
Et ça me fait un grand plaisir d'être présent en Algérie, d'être présent parmi vous ici. Et merci. Et absolument. Depuis que j'ai quitté l'Algérie, minimum 1 à 2 fois par an, je rentre en Algérie. Donc même maintenant, je suis en Suède avec mon poste de travail et tout, mais quand je rentre chez moi, j'ai l'Algérie chez moi. J'ai la télé d'Algérie, je regarde les émissions et tout. Donc de rentrer en Algérie, moi, ça ne m'a pas causé de problème et je rentre aujourd'hui, demain et après-demain. Et je suis à la disposition des Algériens, puisque je suis algérien, je suis du quartier populaire, je suis fier d'El Harrach, je suis fier. Et je suis à la disposition des Algériens, je rentre. Et vous espérez donc qu'il y ait un jour justement que vos recherches fassent profiter les malades algériens? Absolument, absolument, puisqu'on est sur le terrain et on aide, on voit que les gens on travaille jour et nuit pour améliorer la qualité de vie ou trouver une nouvelle thérapie pour les malades, mais si des malades ne sont pas algériens, je sens toujours que j'aimerais bien donner ça et le refaire et le remettre. Puisque moi, mes parents, c'est des Algériens, de remettre à mes parents, de remettre à toute la famille, ou remettre aux Algériens. J'aimerais juste vous faire réagir justement, professeur Msmoudi, vous êtes enseignant, vous êtes prof. Quelle est votre réaction quand vous voyez cette vidéo, quand vous voyez justement ces jeunes chercheurs aujourd'hui qui réussissent à l'étranger? Oui, ben écoutez, nous n'avons aucun complexe en tant qu'Algériens, nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Nos étudiants n'ont pas moins de mérite que les étudiants des différentes universités dans le monde et les plus célèbres et les plus disons, en vogue. Par rapport peut-être à l'injustice aussi qu'il a subie. Ben, écoutez, l'injustice, bon, nous savons, tous les Algériens souffrent de la bureaucratie. Quand là, dans cette vidéo, on nous dit qu'il a été frappé à la porte, par exemple, du service des bourses et qu'il y a un bonhomme qui est sorti en lui disant « Roh, manatix la bourse » parce que Insen, il n'a absolument aucun niveau. Il ne sait pas qu'il va sacrifier l'avenir d'un jeune et également mettre en péril l'avenir d'un service hospitalier ou d'une institution universitaire en privant quelqu'un de brillant d'aller faire des études de qualité pour revenir dans le pays, parce que quand il revient dans le pays, ça va être un enseignant de valeur qui va promouvoir la formation, qui est quelque chose de tout à fait essentiel pour un jeune pays comme le nôtre. Absolument. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder justement un reportage sur le sujet du jour, qui est les maladies dégénératives, particulièrement sur la prise en charge des malades d'Alzheimer, mais aussi de Parkinson aujourd'hui dans nos hôpitaux. On revient également sur les traitements dans ce reportage. Regardez. Parkinson, Alzheimer, des maladies dégénératives dont on entend parler de plus en plus ces dernières années. Les médecins voient arriver de nombreuses personnes atteintes de ces pathologies. Aujourd'hui, il existe 3 catégories de maladies neurodégénératives. Il y a les maladies neurodégénératives qui touchent le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Comme par exemple les démences, en chef de file la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi d'autres types de démences, comme la démence frontotemporale, la démence à corps de levier, etc. Les syndromes parkinsoniens, comme la maladie de Parkinson idiopathique. Il y a les ataxies cérébelleuses, comme la maladie de Friedreich. On peut citer également la chorée de Huntington ou bien la maladie de Huntington, et on peut inclure même la sclérose en plaques qui est en fait essentiellement une maladie inflammatoire auto-immune, mais il y a la part on peut l'incriminer dans les maladies neurodégénératives. Il y a les maladies neurodégénératives, la deuxième classe, qui touchent le système nerveux périphérique. Par exemple, les polyneuropathies sensitivo-motrices, comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et le troisième groupe, c'est les maladies neurodégénératives qui touchent simultanément le système nerveux central et le système nerveux périphérique, comme la sclérose latérale amyotrophique ou bien la maladie de Charcot. Comme toutes les pathologies, les maladies neurodégénératives ont leurs symptômes et leurs manifestations. Il faut savoir que les maladies neurodégénératives ont des signes cliniques en commun. Elles sont toujours précédées par une période asymptomatique,
où le patient a une vie tout à fait normale. Elles ont une évolution lente et progressive vers l'aggravation, à l'opposé des maladies, par exemple vasculaires comme l'AVC, où le début est brutal. Et il faut savoir que l'apparition des complications par la suite entraîne une forte perte de l'autonomie et peut mettre parfois le pronostic vital du patient en jeu. Il n'existe pas à ce jour un traitement curatif pour les maladies neurodégénératives. Le traitement, il est essentiellement donc symptomatique. La prise en charge, donc, elle fait appel à une prise en charge multidisciplinaire. Donc l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire qui fait appel à plusieurs acteurs médico-sociaux, sanitaires, du secteur libéral et essentiellement la collaboration entre ces acteurs. Plus de 50 millions de personnes dans le monde sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Face à l'absence de traitement et en manque de prise en charge, les patients et surtout leurs familles se retrouvent livrés à eux-mêmes dans l'espoir que des structures dédiées à ces maladies voient le jour. Madame Abdelli, on vient de voir le reportage. Comment peut-on finalement aujourd'hui décrire la situation des malades d'Alzheimer et de Parkinson? Eh bien, la situation est vraiment dramatique parce que là, je suis en train d'écouter notre chercheur, vraiment. C'est vraiment dommage que nos malades ne puissent bénéficier de toutes ces recherches, etc. Mais bon, la situation elle est vraiment dramatique. Sur le plan social, sur le plan professionnel, c'est des maladies qui sont méconnues jusqu'à présent. C'est le diagnostic pour les malades de Parkinson, par exemple. Il y a l'errance. C'est très difficile de diagnostiquer. C'est-à-dire que le malade, il passe d'un service à un autre. Il est très difficile de diagnostiquer sa maladie. Et puis, il y a la société. Il y a le regard de la société sur le malade de Parkinson. Il y a les tremblements. Il y a des gens qui croient que la maladie de Parkinson, c'est juste des tremblements. Ils ne savent pas que c'est des maladies vraiment neurodégénératives et que le mal est très profond. Quant à la maladie d'Alzheimer, au fait, nous sommes une association de malades, nationale de malades Alzheimer, Parkinson et personnes atteintes de maladies apparentées. C'est des maladies qui ressemblent à la maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, mais qui ne le sont pas, d'une manière générale. Elles empruntent leurs symptômes de l'Alzheimer et de Parkinson, mais qui ne le sont pas forcément. Alors, pour la maladie d'Alzheimer, c'est le drame social, vraiment. C'est très difficile de prendre en charge un malade. C'est déjà difficile de savoir que notre parent est malade Alzheimer. On n'a pas forcément l'idée qu'il est atteint, vu le changement du comportement. On se dit toujours qu'il y a un changement dans le comportement de notre papa ou de notre maman, mais on ne pense pas forcément à la maladie d'Alzheimer. On va y revenir. Oui. Votre association existe depuis une année aujourd'hui, une année difficile, j'imagine, puisqu'elle a coïncidé avec la pandémie de la Covid. Justement, comment ça s'est passé pendant cette année? Comment la pandémie a-t-elle influencé la vie de ces personnes, justement? Alors, d'abord, on a eu notre agrément en 2019, fin 2019. On a quand même pu bouger, faire beaucoup de choses. Pour le malade de Parkinson, pour les malades de Parkinson, on a pu signer des conventions avec la direction des sports et jeunesse pour des activités spécifiques pour le malade de Parkinson parce qu'il en a vraiment besoin. On a créé un club de stimulation cognitive, on en a fait quelques séances, mais on a dû arrêter à cause de la situation sanitaire. On s'est occupé de la formation de l'aidant des malades d'Alzheimer. Il est très important de connaître la maladie. L'aidant doit connaître vraiment la maladie pour pouvoir aider son proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Là, parce que vraiment, c'est l'épuisement total des aidants, parce qu'il y a l'incompréhension au début, et puis il y a l'épuisement après. Parce que généralement, c'est toujours un membre de la famille qui s'occupe du malade d'Alzheimer. C'est vraiment, il y a des drames sociaux. Absolument. Il y a vraiment des drames sociaux. Justement, j'aimerais vous faire réagir sur, puisqu'elle parle de cette dernière année qui a été difficile pour tout le monde, mais peut-être particulièrement pour ces malades. Et puis, on sait très bien aussi que beaucoup de services de neurologie ont été transformés. Et il n'y a plus d'hôpitaux qui reçoivent ces malades, sauf pour les urgences. C'est-à-dire que quelles répercussions, les répercussions ont été énormes pour tout ce qui est maladie chronique. Que diriez-vous du cancer?
Il y a des malades cancéreux qui ont vu le rendez-vous, par exemple, absolument retardé, etc. Toutes les maladies chroniques, si vous voulez, c'est un fardeau énorme. Cette pandémie a déstabilisé complètement les consultations, la prise en charge thérapeutique, la prise en charge chirurgicale, parce que dans certaines affections, bien évidemment, il peut y avoir une solution chirurgicale. Eh bien, les interventions chirurgicales ont été déprogrammées, renvoyées à des dates absolument imprécises. Donc, l'errance de ces malades chroniques, la souffrance quotidienne de ces malades chroniques a été énorme. Ce que je voudrais dire, et pour essayer de rester dans le sujet qui nous préoccupe, les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées ou de la maladie de Parkinson, eh bien, il y a un problème, certes, qui est un problème de traitement, donc un problème thérapeutique, mais il y a également un problème social énorme, parce que ces maladies touchent spécialement donc les capacités cognitives, c'est-à-dire le comportement, la parole, le langage, donc les différentes compétences du cerveau. Justement, vous me tendez une perche, c'est un peu la prochaine question que j'allais vous poser, puisqu'elle a parlé de la difficulté de diagnostic. Comment reconnaître ces maladies? Alors peut-être que pour la Parkinson, on a tendance justement à parler un peu des tremblements, mais la Parkinson, ce n'est pas uniquement des tremblements. Et puis pour Alzheimer aussi, on a tendance à se perdre un peu parce qu'on oublie beaucoup, et peut-être que ça rend le diagnostic d'autant plus difficile. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut absolument informer les citoyens. Il faut qu'il y ait un minimum d'information du citoyen. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? C'est pour essayer de sensibiliser les gens à ces problèmes, donc à ces maladies très particulières qui touchent le cerveau, qui touchent toutes les compétences du cerveau, que ce soit le raisonnement ou le langage, etc. Et la motricité également. Dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de problème de motricité, mais dans la maladie de Parkinson, le problème essentiel est d'abord un problème de motricité et avec des problèmes au niveau également des compétences et de fonctions cérébrales. Eh bien, cette errance des malades est le témoin par excellence d'un manque de connaissances et d'un manque d'informations. Si maintenant, vous savez, quelquefois, moi, en tant que neurologue, je suis sollicité parce qu'on fait la confusion de manière générale entre la neurologie et la psychiatrie. Le domaine de la neurologie, c'est le domaine, ce sont des maladies organiques qui touchent le cerveau ou la moelle épinière ou le système nerveux périphérique ou même le muscle. Les maladies musculaires font partie de la compétence du neurologue. Par contre, les problèmes, par exemple, d'angoisse ou de dépression ou de schizophrénie, eh bien, ce sont des maladies qui relèvent de la psychiatrie. Bon, on reste un peu sur le schéma ancien, les maladies nerveuses. Les maladies nerveuses, et on met, c'est un fourre-tout, on va tout mettre dans les... Non. Comment reconnaître aujourd'hui, professeur Msmoudi, justement, par exemple pour Alzheimer, je vais parler comme parle Monsieur Tout-le-Monde, on va dire qu'on oublie beaucoup, on a tendance à dire peut-être que j'ai Alzheimer. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter justement quand on oublie beaucoup, par exemple? Effectivement, le maître symptôme, c'est la première déficience qui attire en général l'attention et qui oriente vers la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes de mémoire. Et effectivement... il faut s'inquiéter quand on oublie beaucoup? Eh bien, ça dépend de ce qu'on oublie. Si on oublie juste ses clés ou qu'on oublie ses lunettes, par exemple, on ne sait plus où on les a mis, ça, c'est pas grave. Par contre, si on oublie quel jour nous sommes, si on oublie le jour de son mariage ou le jour de sa réussite au bac, là, c'est effectivement inquiétant. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. C'est des choses qui ne s'oublient jamais. Son mariage ou sa réussite au bac, ça restera gravé au niveau de la mémoire et ça ne s'oublie jamais. Par contre, quand vous avez des oublis qui ont des répercussions sur la vie de tous les jours, quelqu'un qui donne un rendez-vous, par exemple, dans le cadre d'un travail, et qui oublie totalement
qu'il a donné un rendez-vous à monsieur X pour faire telle chose, là, il y a une répercussion sur la vie professionnelle et ça peut être grave. Hein. Et surtout, l'inscription de ces troubles de la mémoire dans la durée, j'ai commencé il y a 3 mois, il y a 6 mois, à oublier et ça porte atteinte à mon travail, à ma profession, à ma vie de tous les jours, etc. Là, c'est un trouble de la mémoire qui est suffisamment grave pour, si vous voulez, motiver une consultation chez le neurologue et pas chez le psychiatre. D'accord. Pas chez le psychiatre. C'est bien de le rappeler. Madame Abdelli, justement, votre maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plus d'une dizaine d'années. Vous la prenez en charge. Dites-nous comment ça a commencé chez elle et est-ce que c'est elle qui s'est inquiétée justement peut-être pour mettre encore une fois la puce à l'oreille? Justement, je voulais attirer l'attention sur ce sujet. C'est pas vraiment le malade d'Alzheimer ne s'inquiète pas. À un moment donné, les oublie. Il oublie qu'il oublie. Donc c'est les proches qui se rendent compte de ces oublis. En fait, on dit quand on s'inquiète, c'est déjà bon signe. Oui. On s'inquiète, c'est les proches qui doivent s'inquiéter. C'est pas vraiment le malade, parce que le malade lui-même, il oublie qu'il oublie. Donc et pire encore, il oublie. Donc il accuse les autres de lui avoir volé ses clés, ses affaires, etc. C'est là vraiment il y a des signes révélateurs, il y a des signes qui doivent, c'est-à-dire qui doivent nous alerter pour devoir consulter. Donc quelqu'un qui oublie qu'il oublie et qui accuse les autres de lui avoir volé ses affaires, ou bien il commence à avoir des troubles de comportementaux, il commence à avoir de l'anxiété, de la dépression. Ça, chez ma mère, par exemple, en parlant en connaissance de cause, chez ma mère, les premiers signes, c'était pas vraiment la mémoire, c'était des troubles, c'était de la dépression. Elle pleurait sans raison, elle savait même pas pourquoi. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était de la dépression. J'ai jamais pensé que ma maman pouvait avoir une dépression à cet âge. Je me dis... À quel âge? Elle est à sa 13e année de la maladie d'Alzheimer. Non, elle avait quel âge quand elle avait commencé? 71 ans. Elle avait 71 ans, peut-être beaucoup plus tôt, parce qu'on ne se rend compte, les signes vraiment qui sont clairs, etc., il y a beaucoup de signes dont on ne se rend pas compte vraiment. C'est quand on pose le diagnostic qu'on se dit finalement maman ou papa avait l'Alzheimer il y a plusieurs années déjà. C'est-à-dire, mais si on compare, par exemple, le professeur il parlait de la maladie de Parkinson, elle n'est pas du tout simple. En parlant de nos malades, elle n'est pas simple à diagnostiquer. Je ne parle pas du neurologue. Quand on pense qu'on a déjà une maladie neurologique, on va chez le neurologue. Mais le malade de Parkinson, il a un problème de mouvement, il a un problème de douleur à l'épaule, à la jambe, etc. Il va consulter un rhumatologue. Il ne va pas directement consulter Il y a beaucoup d'errances diagnostiques chez les malades de Parkinson. Des fois, ça prend des années pour poser le diagnostic. Et poser le diagnostic, pour le moment en Algérie, il n'y a que le traitement médicamenteux, malheureusement. Voilà. Oui. Docteur Kasseb, vous travaillez depuis 6 ans sur les thérapies régénératives et l'administration de facteurs de croissance nerveuse. On va en parler. Vous travaillez également sur la possibilité justement de prévenir ces maladies. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être avant d'arriver à la prévention, est-ce qu'on sait justement, est-ce qu'on est parvenu finalement dans la recherche, d'une manière générale, à mettre le doigt sur la cause de ces maladies? Parce qu'on dit qu'elles sont hautement multifactorielles. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi sont-elles dues? Pas du tout. On ne sait pas la cause principale du développement de la maladie. On a toujours le débat, c'est quoi la cause, c'est quoi la conséquence. Mais on sait que dans toutes les maladies neurodégénératives, la cellule nerveuse, elle souffre. Après, elle va mourir. Une fois la cellule nerveuse, elle n'est plus là, on commence, c'est le départ de la maladie. Après, dans le cerveau, en fait, j'essaie de simplifier mon discours. Dans le cerveau, on a des neurones. Et les neurones se communiquent. Et cette communication qui va tenir le cycle fermé entre les neurones, qui va tenir la fonction du cerveau. Une fois une cellule va disparaître, donc on a un trou. Donc on applique des médicaments, par exemple, pour remplacer ce qu'ils utilisent comme outil de communication entre les neurones. C'est dopamine, donc on utilise le médicament, c'est L-Dopa. C'est juste pour remplacer ce vide. Mais avec le temps, on ne peut pas remplacer la cellule, puisque le cerveau adulte, il n'a pas ces capacités de régénérer. C'est comme le cœur, mais c'est différent par rapport aux muscles, par exemple. Et donc,
la cause et la conséquence, on ne sait pas exactement comment la maladie va débuter ou commencer. Je vais rebondir rapidement sur le diagnostic. On dit que les symptômes, le patient travailler commence aussi à oublier. sur le diagnostic également. Hein. Oui. Et commence à oublier. Mais quand il commence à oublier, il faut mettre en arrière 5 ans, 6 ans en arrière que la maladie a commencé. Peut-être même plus. Donc ce laps de temps de 5 ans et 6 ans, il n'y a pas de symptômes. On ne peut pas faire un diagnostic, le patient il est normal. Donc nous, on essaie de travailler, d'identifier, mais le cerveau il est en train de souffrir en fait. Puisqu'on est très bien fait, alhamdoulilah. Pour rappeler juste que vous utilisez des procédés quand même innovants, comme la nanomédecine par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Absolument. Donc je vais dire, dans les 5 ans, donc il n'y a pas de symptômes. Oui. Donc dans ce laps de temps, en fait, phase préclinique de développement de la maladie, on essaie d'identifier que le cerveau est en train de souffrir. Puisque le cerveau, quand on fait un scanner, on ne va pas voir que les cellules nerveuses sont en train de mourir. Mais ils sont en train de souffrir en fait. Oui. Mais on n'a pas d'indication dans le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficilement accessible. Là, on s'intéresse à certains types de cellules dans le cerveau. Et on utilise une stratégie, ce qu'on appelle nanomédecine, ou des microvésicules. Donc, c'est un principe que quand les cellules dans le cerveau ils vont souffrir, ils vont libérer des messages. Ces messages, on peut les collecter dans le plasma ou dans le liquide céphalorachidien. Donc, c'est des marqueurs très sensibles, spécifiques au cerveau, qu'on peut isoler à partir du plasma ou du liquide céphalorachidien pour identifier que le cerveau est en train de souffrir et qu'on prépare, qu'on a des 5 ans, 6 ans pour préparer avant le développement de la maladie. C'est-à-dire on peut prévoir justement la personne, elle va faire cette maladie ou pas. Absolument. Mais est-ce que ça sert finalement parce que est-ce que finalement le fait de savoir qu'on va développer une maladie comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie peut-être un peu moins pour la maladie de Parkinson, pour la maladie d'Alzheimer on sait très bien que la médecine est aujourd'hui en échec, est-ce que ça change grand-chose dans le vécu que va avoir ce malade? Oui, écoutez, actuellement, en tout cas par exemple pour ce qui est des formes de maladie d'Alzheimer qui sont génétiquement déterminées, de nature génétique, c'est-à-dire que vous avez des familles qui font des maladies d'Alzheimer et on retrouve d'ailleurs quand on voit un malade qui vient se plaindre pour des symptômes qui ressemblent à une maladie d'Alzheimer, il faut absolument interroger le malade, interroger la famille, l'accompagnateur qui vient avec lui, pour essayer de voir si dans la famille, il n'y a pas eu déjà des cas de maladie d'Alzheimer, auquel cas on va penser à une maladie d'Alzheimer qui est déterminée génétiquement, qui est d'origine génétique. Oui. Donc il faut tout de suite préciser que les formes génétiques de maladie d'Alzheimer ne dépassent pas 5%, oui. C'est pas énorme. Et donc, il faut retenir que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie héréditaire. Il y a cependant quelques formes héréditaires. Eh bien, ce qui serait, si vous voulez, l'idéal serait de pouvoir, enfin pour prévenir cette maladie d'Alzheimer, c'est de faire du dépistage dans la population, en faisant par exemple des tests neuropsychologiques systématiquement. Mais ça n'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai diagnostiqué que c'est une maladie d'Alzheimer, est-ce que j'ai les moyens actuellement de le traiter? D'ailleurs, pour ce qui est du diagnostic de ces formes génétiques, éthiquement, ce n'est pas faisable. Parce que si je trouve chez lui un gène qui est... Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais le regarder dans les yeux en ne faisant strictement rien. Le jour où nous aurons des médicaments suffisamment efficaces pour traiter la maladie d'Alzheimer avant qu'elle n'apparaisse, ce qu'on appelle les états précliniques et ce qu'on appelle le MCI, Minimal Cognitive Impairment, c'est-à-dire un fléchissement léger des fonctions cérébrales, à ce moment-là, nous nous hasarderons, nous prendrons la décision de faire le diagnostic à la phase préclinique. Mais maintenant, ça n'est pas éthique. Oui. Ce n'est pas éthique, en plus de ça, il y a toujours un pourcentage, même, il peut être même minime, que cette personne ne développera peut-être pas cette maladie. Donc, quand on trouve par la recherche, et ça c'est le rôle des chercheurs, quand on trouve par la recherche une liaison absolument très étroite entre un marqueur biologique et une maladie, à ce moment-là, disons, il y a une certitude pratiquement scientifique que ce patient... Mais on ne sait pas quand, professeur, on ne sait pas quand. On peut mourir avant peut-être.
Bah, voilà. Ça c'est une... On peut mourir avant l'apparition de la maladie et on aurait gagné que peut-être de détruire un peu son état mental de cette personne. Voilà, Madame Abdelli, justement, la maladie d'Alzheimer est une maladie lourde, très contraignante, que ce soit pour le malade ou pour son entourage. La maladie passe par plusieurs stades d'évolution. Comment ça s'est passé, l'évolution de la maladie de votre maman? Est-ce que ça a été rapide? Ça n'a pas été rapide puisque ça fait 13 ans qu'elle a été diagnostiquée, mais l'évolution a été plus ou moins longue. Mais ça fait 3 ans qu'elle est alitée, qu'elle ne parle plus, qu'elle ne se nourrit plus toute seule, qu'elle ne bouge plus, qu'elle n'arrive même pas à formuler un cri ou là, une souffrance verbalement. Donc l'évolution a été plus ou moins... Elle était... 13 ans d'évolution de la maladie. Au début, c'était très léger, elle pouvait se déplacer toute seule, elle pouvait faire ses petites courses de chez l'épicier du coin, elle pouvait préparer même très mal, mais elle le faisait quand même, jusqu'au jour où elle a cessé d'être active et de s'exprimer verbalement et de marcher. Mais je voulais juste revenir sur ce sujet. Voilà, c'est un très beau débat scientifique, médical, mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'Algériens, en tant qu'association, c'est autre chose. Nous voulons, nous, les malades et aidants des malades, nous voulons que nos malades, que nos parents puissent bénéficier de quelque chose qui existe déjà partout dans le monde, comme la stimulation cérébrale profonde qui a été innovée et développée et inventée par Dr Ben Abid, un éminent chercheur d'origine algérienne aussi. Ça a été fait les années 90, mais ici en Algérie, elle a été introduite en 2016. Et on est en 2021, il y a une centaine de malades de Parkinson qui ont bénéficié de cette technique. Il y a une liste d'attente interminable. Qui existe vraiment. Mais je ne sais pas terminal, c'est-à-dire qu'il y a interminable, non, je disais une liste d'attente interminable des malades. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on peut même pas, il y a un problème, il y a un problème de matériel, il y a un problème de coût, il y a un problème j'allais dire, de maintenance mécanique, parce que c'est mécanique, c'est un peu mécanique, c'est des électrodes plantées dans le cerveau du malade. Alors qu'ailleurs dans le monde, c'est des recherches, c'est des développements, c'est-à-dire c'est des techniques, c'est peut-être une technique qui est déjà dépassée et on passe aux cellules souches, etc. Alors qu'en Algérie, pour le malade... Madame Abdelli, l'idée est d'abord de donner de l'espoir quand on parle de traitements innovants, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à faire devant des maladies comme Alzheimer. Donc aujourd'hui, si on parle... Et puis c'est des traitements, on va en parler dans un instant justement avec le docteur Gasseb, c'est des traitements qui ont prouvé leur efficacité. Donc je vous suggère tout de suite de rejoindre le docteur Mejdel pour la rubrique Focus. Bonsoir, docteur Mejdel. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir nos invités. Nous allons parler ce soir... Vous nous parlez de la mémoire humaine, c'est ça? Dans votre rubrique ce soir. Vous êtes pressé de commencer? Je commence. Nous allons parler de la mémoire humaine ce soir, cette faculté cérébrale, cette faculté mentale qui est à juste titre considérée comme supérieure, cette faculté dont le bon Dieu nous a doté, qui nous permet d'être présent, d'exister dans le présent, mais d'avoir ces prolongements dans le passé, ce qui nous permet d'exister tout autour de nous, de reconnaître notre entourage, d'envisager des projets et de fonctionner de façon cohérente tant par rapport à notre passé et à notre présent. La mémoire a été considérée comme les émotions pendant longtemps, comme relevant de l'abstrait, relevant de la psychologie. Nous ne trouvons pas d'explication à ce phénomène-là. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau est le moteur de la mémoire et une partie bien particulière du cerveau qui est le cortex hippocampique, qui est situé au niveau de la région temporale droite et gauche, qui est considéré comme le disque dur du cerveau humain. Alors, pouvons-nous vivre sans mémoire? Il nous est impossible de vivre sans cette faculté mentale supérieure. Oui, alors, qu'est-ce qui peut finalement altérer cette mémoire?
Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent altérer au quotidien notre mémoire, sans parler des maladies neurodégénératives qui sont le sujet de cette émission. Les facteurs les plus importants qui altèrent notre mémoire sont en premier lieu le stress permanent, le stress quotidien, la fatigue. Et quand on parle de fatigue, on parle de cycle de sommeil. Les mauvais cycles de sommeil sont une des principales causes de mauvais fonctionnement mnésique. Alors pourquoi? Parce que pendant le sommeil, le cerveau se met d'un côté au repos, mais aussi il se met à mémoriser, à reprendre, à classer les données de la veille et à les mettre dans des tiroirs. Lorsque la personne rate la période de sommeil profond, qui sont les 2 heures à peu près avant minuit, qui font toute la bonne qualité du sommeil, lorsqu'on rate cette période-là, le cerveau va être perturbé, les circuits de cerveau ne pourront plus accomplir cette fonction. Et il y a aussi les mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent altérer la mémoire, les causes toxiques en particulier, l'addiction aux psychotropes, l'addiction à l'alcool, qui sont directement liées à un mauvais fonctionnement cérébral et une atteinte directe de la fonction de la mémoire. En dernier lieu, on peut citer certains médicaments qui peuvent toucher la fonction de la mémoire, tels que les benzodiazépines et certains antidépresseurs qui peuvent toucher à cette fonction-là. C'est pour cela que, évidemment, ces médicaments-là doivent toujours être prescrits avec un contrôle médical et avec un suivi adéquat. Oui, et finalement, donc vous nous parlez un peu d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors finalement, comment préserver cette mémoire ? Comme toutes les fonctions du corps humain, l'activité physique est un élément très très important dans l'entretien et la préservation de la mémoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pratique du sport, on va améliorer tout simplement l'oxygénation du cerveau, on va créer de nouveaux circuits de perception de notre entourage et nous allons améliorer les fonctions cérébrales en général, corticales particulièrement. Un deuxième élément important, c'est la lecture. La lecture favorise la mémorisation et la mémoire. Une lecture qui soit diversifiée, pas obligatoirement en rapport avec notre domaine de compétences, mais de mieux en mieux vers d'autres domaines de compétences aussi variés qu'ils soient. Et sans trop se mettre de pression, il faut prendre du plaisir à lire. Les jeux favorisent aussi la mémorisation des données. Tous les jeux boostent un petit peu la mémoire. Les mots fléchés, les jeux de société, les jeux de petites communautés, s'ils ne sont pas très motivés, on peut le faire à 2, 3, 4 personnes, s'organiser afin de pratiquer ces activités qui améliore notre pouvoir de mémorisation. En dernier lieu, il y a aussi l'alimentation, le régime méditerranéen. Nous avons la chance de vivre dans un pays méditerranéen, un grand pays méditerranéen. Le régime alimentaire méditerranéen qui est basé sur la consommation de fruits, de légumes, d'huile d'olive, d'oméga 3 et de viande blanche particulièrement le poisson. Nous sommes un pays côtier, donc 1200 km de côte. Nous pouvons, dans des conditions données, s'adonner à la consommation de poissons. Cette alimentation-là favorise la génération de circuits de mémoire au niveau de cerveau, contribue à un bon équilibre cérébral et un bon équilibre physique. Qui dit équilibre physique dit l'équilibre et l'entretien des fonctions supérieures dans la mémoire. Merci beaucoup, Dr Bejdel, pour toutes ces explications. Merci. Professeur Msmoudi, j'ai envie de rebondir justement sur ce que vient de dire le docteur Bejdel dans sa rubrique. Alors, par exemple, le docteur Gasseb vient d'un pays scandinave, un pays à forte prédominance de maladies dégénératives. Qu'en est-il de l'Algérie? On a l'impression que ça explose. Comment cela peut s'expliquer aujourd'hui? Écoutez, la maladie de Parkinson et spécialement la maladie d'Alzheimer sont corrélées au vieillissement de la population. C'est une donnée qui est absolument établie. Il n'y a aucune discussion dans ce domaine-là. Donc c'est des maladies liées à l'âge? Ce sont des maladies liées à l'âge. Parce que, si vous permettez, je voudrais revenir sur
le phénomène du vieillissement normal et de la dégénérescence liée à l'âge. Oui. Hein? Donc, si vous voulez, il y a, de par le vieillissement de l'individu, il y a un vieillissement de ses cellules cérébrales et évidemment les compétences du cerveau ne sont pas ne sont pas égales quand on a 30 ans, ou 20 ans et quand on a 70 ans. Hein? Il y a une perte neuronale, c'est le mot qu'il faut utiliser, hein, qui est en relation avec l'âge. Plus on avance en âge et plus cette perte de notre capital neuronal qui est de l'ordre de 100 milliards de neurones, 100 milliards de neurones, eh bien, chaque année, nous perdons un certain pourcentage de neurones. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Gatset. Par exemple, en ce qui concerne que ce soit les cellules, les neurones impliqués dans les circuits de la mémoire, ou que ce soit les cellules dopaminergiques qui sont évidemment concernées par le processus pathologique de la maladie de Parkinson, eh bien, quand on perd pratiquement un certain pourcentage de 30, 40 ou même voire 50% pour la maladie de Parkinson, de ces neurones dopaminergiques, eh bien la maladie devient apparente et un observateur, et encore mieux un médecin, va relever des signes qui sont en rapport avec cette dégénérescence pathologique, par rapport à cette dégénérescence pathologique. Et donc, tout ce qui est activité, que ce soit l'activité physique, ou bien le régime alimentaire, ou par exemple le travail intellectuel. La lecture. Absolument, la lecture, les jeux, par exemple le jeu d'échecs, le sudoku, les mots croisés, même le jeu qui nous paraissent tout à fait simplé, c'est le jeu des dominos, mais quand vous jouez au domino à 4, vous devez mémoriser à peu près selon le jeu quelles sont les pièces qui sont chez votre adversaire ou les pièces qui sont chez votre joueur avec lequel vous faites équipe. Et donc, il y a un effort de mémoire qui est extrêmement intéressant et stimulant pour le cerveau. Oui. Madame Aldali, justement, j'aimerais revenir un peu sur le cas de votre maman. Hein. On parle un peu de ces maladies dégénératives. On dit depuis tout à l'heure que la médecine ne peut pas malheureusement guérir ces maladies. Quels sont les traitements dont a bénéficié votre maman et voilà, comment est son état aujourd'hui? Son état, j'ai dit que la maladie, elle a beaucoup évolué, mais elle n'arrive plus à vous reconnaître aujourd'hui. Hein? Elle n'arrive plus à vous reconnaître. Elle ne me reconnaît pas, elle ne s'exprime pas verbalement, elle ne bouge pas, elle ne marche pas. Elle est en état végétatif. Oui. La prise en charge, j'ai tout fait, j'ai lu. Ça ne m'a pas beaucoup avancé parce que au début, j'essayais de me documenter sur les raisons, sur l'évolution scientifique, médicale, etc. Ça ne m'a pas beaucoup servi parce que je me suis dit ça ne sert absolument à rien. Vous vouliez parler de la prise en charge. Je vais parler du traitement médicamenteux. Dans le cas de ma maman, il n'a absolument rien fait, il était plus négatif que positif. Oui, elle a fait des effets secondaires, elle a fait des bradycardies, j'ai dû le lui arrêter. Voilà. Donc la prise en charge était surtout sur le plan social, je l'accompagnais, je la stimulais, je lui apprenais à écrire, parce que là, le professeur, il a parlé de jeux éducatifs, sociaux, mais là, il y a une certaine catégorie de personnes âgées, généralement ce sont eux qui sont atteints de la maladie de Parkinson, qui ne sont pas forcément, qui ne peuvent pas se mettre à table pour jouer peut-être au tout début de la maladie, aux cartes, etc. Mais il faut les stimuler autrement, suivant le niveau intellectuel de la personne. Oui. Parce que par exemple, moi, ma maman, je la faisais marcher, j'ai pas cessé de le lui faire, j'essayais de la faire parler, de la faire... Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait aujourd'hui chez nous, par exemple, pour la prise en charge de ce genre de malade? Il faut qu'il y ait une prise en charge des centres de mémoire, par exemple? Pas forcément pour le malade d'Alzheimer, même pour le malade parkinsonien, c'est des maladies neurodégénératives. Il faut qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'un malade, il n'est pas malade, d'autant plus que notre société, il y a le regard de la société. Un malade parkinsonien, il est malade, il tremble, il est chez lui, il ne veut pas affronter le regard de la société. Oui, il est chez lui. C'est un autre problème. Mais s'il y a un malade, pour le moment, un malade de Parkinson, il va chez son neurologue.
il va chez son neurologue, on lui prescrit une ordonnance de médicaments, il la prend, point à la ligne. Personne ne lui dit qu'il faut faire de la stimulation cérébrale, qu'il faut faire de l'activité physique spécifique aux malades de Parkinson. Il ne faut pas le lui dire à lui. Ça serait totalement inopérant de le dire au malade. C'est ce qui se passe ici pour le moment. Il y a le malade de Parkinson, il a sa consultation chez son neurologue, il sort. Moi, je ne me plains pas du neurologue. Moi, je me plains de la prise en charge des autorités sanitaires qui doivent développer un programme pluridisciplinaire pour prendre en charge. Quelle est l'utilité justement de ce procédé, professeur, la stimulation cérébrale? Quelle est l'utilité dans ce type de maladie? Bon, ça c'est vraiment le traitement, si vous voulez, médical. On dit que les traitements pharmacologiques dans l'Alzheimer ne sont pas très efficaces. Donc peut-être qu'on se retourne... Écoutez, c'est-à-dire le traitement doit être adapté au stade de la maladie. Oui. Parce que cette maladie n'est pas égale à elle-même. Elle va... La dégénérescence, par définition, elle est évolutive. Absolument. Ce sont des maladies évolutives. Et par conséquent, le traitement doit être adapté au stade de la maladie et au malade que vous avez en face, selon qu'il soit évidemment analphabète ou selon que ça soit quelqu'un qui était un écrivain ou un journaliste, votre attitude n'est pas la même. La moindre des compétences de la part du médecin, c'est d'ajuster son traitement par rapport au niveau de compréhension du malade. On ne peut pas appliquer... Mais ça reste un traitement asymptomatique, pour les symptômes, on va dire. Pour le moment, c'est un traitement symptomatique, mais nous considérons qu'il y a, par exemple, comme la stimulation cérébrale profonde, c'est un traitement pratiquement étiologique, parce que je me permets donc de clarifier un petit peu les choses. Les neurones du cerveau ne travaillent pas de façon individuelle, ils travaillent en étant connectés. Un connectome, les 100 milliards de neurones que nous avons, travaillent en circuit. Et par conséquent, quand il y a un problème au niveau d'un niveau déterminé, au niveau d'une partie du cerveau, je veux restreindre la discussion uniquement aux noyaux centraux, si vous voulez, du cerveau, qui sont impliqués, par exemple, dans la maladie de Parkinson. Eh bien, en stimulant un noyau qui est le noyau sous-thalamique, eh bien, on va améliorer le fonctionnement du connectome. Et donc, c'est presque un traitement étiologique et non pas symptomatique. On va justement peut-être parler avec le docteur Gasseb sur des traitements qui seront peut-être pas seulement, ils ne vont pas agir seulement sur les symptômes, mais qui vont peut-être améliorer le pronostic de ce genre de maladie. Vous travaillez aujourd'hui sur des recherches, donc des thérapies régénératives, particulièrement sur les cellules souches. Finalement, qu'est-ce qui ressort de ces traitements, en quoi ça consiste et à quel point cela a prouvé son efficacité aujourd'hui? Absolument. En fait, ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, on a trois types de traitements, on va dire. Des traitements qui sont plutôt pharmacologiques, sur lesquels on utilise soit un produit pour remplacer la connexion des neurones, puisque les neurones se connectent avec des produits chimiques. Donc on utilise le même produit chimique pour remettre la connexion où il y a la mort cellulaire, en fait. Ou bien on a maintenant d'autres produits qu'on appelle des facteurs trophiques ou de neurotrophes, c'est-à-dire pour que l'être humain grandit, on a des facteurs de croissance. Donc ces facteurs de croissance, on va les utiliser dans le cerveau afin de, 1, protéger les autres cellules nerveuses, 2, régénérer les cellules mortes, et 3, réparer. C'est ça, en fait, le génie de cette technique, c'est le fait de réparer les cellules qui sont déjà détruites. Oui, et pour faire ça, en fait, c'est pas facile, puisqu'on est affaire à deux façons. Soit à transplanter des cellules, soit à essayer de créer, puisqu'on a dans chaque organe des cellules souches résidentes dans l'organe. On a des cellules souches résidentes dans le corps humain à l'âge adulte, qui sont plutôt dans la moelle épinière, mais plutôt plus ou moins dans la moelle osseuse, et plus ou moins dans différents organes. Et donc, dans le cerveau, on a une population de cellules qui présentent des propriétés de cellules souches. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On utilise des facteurs de croissance qui vont agir sur ces cellules souches résidentes
Et en même temps, ces cellules souches vont devenir des cellules, produire des produits qui vont protéger les cellules nerveuses, les régénérer, les aider à former d'autres cellules qui remplacent les cellules mortes. Oui, alors il faut dire aujourd'hui que c'est du concret, hein, parce que les gens, quand ils vont vous entendre parler comme ça, ils vont dire oui, c'est quelque chose d'innovant, c'est une médecine du futur. Il faut dire que c'est du concret. Vous avez déjà essayé, vous êtes déjà au stade des essais cliniques, voilà, et il y a réellement des résultats. Absolument. Je vais dire par rapport en Algérie, par rapport aux pays développés ou en Europe ou partout dans le monde, quand il y a des maladies qu'il n'y a pas de traitement curatif, on peut pas, il n'y a pas de traitement. Donc la plupart, ils essayent de monter des projets cliniques, un protocole clinique établi dans chaque hôpital, dans chaque centre de recherche. Et ce projet clinique, il est déjà établi avant de l'essayer chez le patient, il faut l'essayer chez l'animal, il faut faire 10 ans de recherche aux alentours. Après, on sait que ces maladies, il n'y a pas de traitement. Donc on va inclure ces patients dans des protocoles cliniques, c'est de la recherche clinique, sur lesquels on va tester. C'est par étapes, 1, 2, 3 et 4. C'est des volontaires. C'est des volontaires, oui. C'est 1, 2, 3 et 4. Ils savent qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a une thérapie innovante et ils signent un consentement très facilement et rapidement pour rentrer dans ce projet. Un projet thérapeutique. Un projet thérapeutique. Donc c'est tout un protocole avec plein de centres multicentriques. C'est pas qu'un seul hôpital, c'est plusieurs hôpitaux. C'est des discussions et des débats et des meetings qu'on fait jour et nuit pour essayer d'établir au plus exact possible ce protocole. Après, on teste ce produit chez le patient. Et ce protocole d'injection des facteurs de croissance dans le cerveau, on a essayé chez le patient, on est en phase 2B et on a des effets entre un placebo, comparaison entre placebo et le traitement, on voit que le cerveau, il communique encore. En combien de temps, par exemple, ça va prendre combien de temps chez une personne qui est atteinte de Parkinson ou d'Alzheimer, quand on injecte ce genre de traitement, ça prend combien de temps pour voir une amélioration? Sur le protocole qui existe actuellement, c'est un peu confidentiel, mais c'est une durée qui ne dépasse pas les mois de traitement. C'est un mois de traitement, mais c'est presque le même process de stimulation cérébrale. C'est avec des électrodes, mais pas électrodes. On fait une pompe, soit subcutanée, soit. Et sur la pompe, on va mettre une dose, différentes doses de produits. Ça, c'est Parkinson. Dans l'Alzheimer aussi, il y a une étude qui est en cours, une étude clinique. Il y a clinique en fait. Si on parle, il y a des anticorps monoclonaux, il y a plein de choses qui sont en place sur des protocoles cliniques établis, multicentriques, dans des hôpitaux qu'on essaye chez des patients pour faire bénéficier, par exemple la France, la Suède, le Danemark, ils font bénéficier les patients de ces projets innovants, thérapies sur des patients. On essaye. Si ça marche, ça va faire une explosion dans ce domaine. Pourquoi chez nous, professeur? Donc, on pousse au maximum la recherche ou la thérapie innovante pour être face ou aider, améliorer la vie des patients. Vous m'en parliez justement avant, en préparant cette émission, vous disiez que votre regret aussi, c'est que l'Algérie ne fait pas d'essais cliniques. Non, pas du tout. On collabore avec plein de gens, plein de pays, mais l'Algérie, il n'y a pas de protocole clinique. Ils ont, dans certains domaines, par exemple au cancer, il y a des protocoles cliniques, il y a une inclusion, en fait, il y a des bases de données sur toutes les études cliniques qui existent dans le monde, puisqu'il y a une réglementation à suivre. L'Algérie. Oui, en attendant que ça se fasse, une dernière question peut-être, Dr Msmoudi. Alors la recherche sur les cellules souches, hein, c'est ça votre projet. Hein. Il faut rappeler que justement ce produit que vous injectez, c'est des cellules souches, existe depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose de très récent et il y a déjà le monde qui s'emballe autour de ces recherches. À quel point cela peut-il changer la réalité de ces maladies aujourd'hui, ces maladies dégénératives? Oui, c'est-à-dire que le docteur Gasseb vient de vous dire que on essaye beaucoup de choses. Hein, on essaye beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent, enfin des essais qui peuvent marcher sur un pourcentage de malades. Ça ne réussit jamais sur 100% des malades. Ça, c'est illusoire de croire que quand vous essayez une thérapie innovante, ça va réussir sur 100% de malades. Ça n'existe pas, ça même pas 50%. Je vous le dis. Oui. Quand on essaye par exemple un antibiotique ou même un antiviral, si déjà le traitement réussit sur 30 à 40% ou 50%, c'est déjà une grande victoire. Et pourquoi? Parce que les individus sont différents. Sur le plan du patrimoine génétique, même si nous avons la même maladie,
notre patrimoine génétique va faire que vous allez répondre à tel traitement et pas moi. D'où, justement, il y a maintenant des, si vous voulez, des explorations de pharmacogénétique. Oui. Selon votre patrimoine génétique, la médecine personnalisée. Absolument, oui. De médecine personnalisée. C'est pour ça que, bien sûr, je comprends parfaitement que pour les patients ou pour les familles des patients, on voudrait qu'on fasse tout pour ce malade-là, pour qu'il réussisse. C'est légitime. C'est clair. Quand, si vous voulez, un malade, si c'est moi ou c'est un membre de ma famille, bien évidemment, mon souhait, c'est qu'on essaye tout chez lui. Mais vous vous rendez compte, si pour la population algérienne et toute la population, on n'a pas parlé, je vous signale, du nombre attendu de cas de maladie de Parkinson en Algérie, ils sont 50 000 à 55 000 malades. Hein? Et si on va essayer... Et encore, je pense que c'est sous-diagnostiqué, professeur. Mais comment ça, c'est sous-diagnostiqué? Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui. Ben, il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont dans les premières phases de la maladie et qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a des gens qui peuvent habiter dans le fin fond du Sahara. Il n'y a pas de médecin. Eh bien, ils ne sont même pas recensés. Il n'y a même pas de médecin pour faire même pas un médecin généraliste pour attirer l'attention. Parce que, si vous voulez, même si au début, les signes de la maladie sont tout à fait discrets et donc il faut être vraiment du domaine pour diagnostiquer la maladie. À un moment ou à un autre, les signes de la maladie vont être flagrants. Absolument. Voilà, et à ce moment-là, je voudrais, si vous permettez, dire une dernière chose, c'est que il ne faut pas croire que tout ce qui tremble est une maladie de Parkinson. C'est, justement, on a beaucoup de malades, c'est pas des millions, bien évidemment, qui sont soignés parce qu'ils tremblent et ils sont soignés comme des maladies de Parkinson, alors que ce ne sont pas des maladies de Parkinson. Oui. Oui, donc là aussi, l'utilité de la précision du diagnostic. C'est clair. Le dernier mot est à vous, Madame Abdelli. Peut-être parler quoi dire parce que vraiment peut-être parler du statut des dents. Le statut de les dents, je voulais quelque chose de concret pour nos malades algériens. Là, vous parlez vraiment de recherche, etc. Ça vous a quand même mis du baume au cœur? Ça m'a fait mal parce que c'est quelque chose que peut-être qu'on aura peut-être dans 100 ans en Algérie, parce qu'il faut être réaliste en Algérie. Nous ne grâce au docteur Gasseb, peut-être qu'on a de l'espoir de l'avoir avant. De choses qui existent déjà, malheureusement. Nous sommes modestes en Algérie. Nous réclamons une prise en charge pluridisciplinaire, quelque chose de simple, que nos malades puissent bénéficier d'une prise en charge, de l'aide de l'État. Une prise en charge, par exemple, faire reconnaître le statut de l'aidant, parce que l'aidant, c'est un travail très épuisant. Les désastres sont vraiment énormes et je voudrais vraiment que le statut de l'aidant soit reconnu. Absolument, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur travail pour prendre en charge leurs parents. Absolument. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu quand même répondre à une partie de vos questions. J'espère qu'on a pu vous apporter un peu d'espoir. En tout cas, c'était le but de vous inviter, Dr Gasseb. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour poser vos questions ou vos suggestions. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve mercredi prochain. Au revoir.